à tous, bienvenue pour votre journal hebdomadaire du district de Nyon. Au sommaire de ce 11 avril, des bonnes nouvelles avec le rapport annuel 2018 de l'association Police Nyon Région et le giron des jeunesses du district de Nyon. En plateau, nous recevrons Yves de Ferrare, secrétaire régional du Niavo, avec qui l'on discutera de l'augmentation des horaires d'ouverture des commerces jusqu'à 19h. Et puis Burtini viendra jusqu'à nous avec sa syndic, Valérie Jean-Renaud et Pierre Valène, architecte, avec qui l'on parlera du nouveau style d'habitat. Un accord est trouvé entre la ville, la métairie et le giron des jeunesses du district de Nyon. Mardi, le tribunal cantonal s'est déplacé jusqu'à Bois-Bougie pour entendre les parties en litige. La conciliation obtenue par la Cour devrait permettre de préparer ce giron dans de bonnes conditions et en toute sérénité. Un sujet signé Florian Cavalieri. C'est la bonne nouvelle de la semaine. L'édition 2019 du Giron de Nyon se tiendra bien à Bois-Bougie. Ce mardi, recourants et organisateurs ont enfin pu trouver un terrain d'entente. C'est un jour où nous sommes heureux avec le comité d'organisation que je représente et je pense qu'on va pouvoir aller de l'avant et vive le Giron de Nyon. La Cour de droit administratif et public du tribunal cantonal s'était déplacée in situ pour juger du recours déposé par la clinique de la métairie contre l'organisation du grand raout de la jeunesse de Nyon. D'abord, c'était pour la Cour de connaître les conditions puis que tous les éléments pour juger si le recours poursuivait sa route. Mais dans un deuxième temps, c'était effectivement de trouver des arrangements pour que le giron ait lieu et que la métairie puisse retirer son recours. Pour rappel, la clinique voisine du Festival de la Jeunesse avait déposé un recours qui portait principalement sur le flux des festivaliers, la sécurisation de l'espace privé de la métairie et surtout sur le bruit engendré par la musique. Ce qui nous gênait, c'est la sonorité et le bruit qui dérangent, surtout la nuit, puisque le giron avait prévu de s'arrêter à 4h du matin, et l'accès à nos parkings, que personne ne pénètre dans l'enceinte de l'établissement, et aussi la nuisance que vous pouvez avoir pendant la nuit. Un expert acousticien a même réalisé un test grandeur nature. Sonomètre à la main, il a fait la démonstration de l'impact de la musique sur la clinique, notamment depuis les chambres des patients. On a fait des tests audio, pas forcément en situation exacte, mais au plus proche. Nous avons été dans des chambres sensibles, fenêtres ouvertes, nous entendions la musique, mais fenêtres fermées. Si tout le monde respecte les règles des décibels, nous n'entendrons pas de bruit. Et son expertise semble avoir été entendue. Après plus de 3 heures de discussion au bord du terrain, la Cour s'est retirée et les parties adverses ont enfin trouvé un compromis. Il porte sur 3 points âprement négociés. Le vendredi et le samedi, on va faire le karaoké au lieu de le terminer à 3h du matin. Le vendredi, on le terminera à 2h. Par contre, le samedi, il reste pour 3h, simplement qu'on descend de 5 décibels le son. Nous allons mettre en place de la sécurité autour de la métairie et un agent de sécurité professionnel à l'intérieur de la propriété de la métairie qui lui sera instruit et formé à ses tâches par la métairie. En fin de soirée ou plutôt en début de matinée, nous ne passerons plus sur le chemin de Bois-Bougie, mais nous allons passer derrière les espaces verts et sortir côté, après les tennis, directement vers le parking de l'UEFA. Le giron de Nyon aura donc lieu sur la parcelle initialement choisie. Mais ce premier giron à être organisé dans une ville risque bien d'être aussi le dernier à l'être. On a testé le giron dans une ville, on savait que c'était pas facile, mais on a une société de jeunesse qui était vraiment motivée, donc je pense que c'était aussi aller dans leur sens que de l'accepter ici, mais je crois qu'en giron c'est plutôt fait pour être organisé dans un village. Désormais, les opposants attendent que la convention soit établie noir sur blanc avant de retirer le recours. Quant aux organisateurs, ils attendent le paraphe des recourants au bas dudit document. Mais sauf cataclysme, le giron de Nyon débutera bien le 26 juin prochain à Bois-Bougie. Nouvelle consultation en vue pour les Nyonnais. Après la hausse d'impôts le mois dernier, les horaires d'ouverture des commerces jusqu'à 19h le samedi. Sans véritable surprise, à l'issue d'une réunion organisée lundi soir par le syndicat UNIA, une 70aine de vendeurs à Nyon ont décidé de se lancer dans la collecte de signatures en vue d'un référendum. On en parle avec le secrétaire régional du Niavo, Yves de Ferrare. Bonjour. Bonjour. Expliquez-nous qui sont ces commerçants et pourquoi ils contestent cette heure supplémentaire le samedi.
Donc le personnel de vente, tout commerce confondu, il s'agit aussi bien des petits commerces que des grands commerces. Nous avions dans l'Assemblée du personnel aussi bien des vendeuses et des vendeurs qui appartiennent à des groupes comme Coop, Migros ou Manor, que des petits commerces, puisque ces petits commerces jusqu'à 3 salariés ne sont pas soumis à la convention collective. L'ensemble du personnel de vente, à l'unanimité, ne veulent pas de 7 heures supplémentaires à 19 heures. En tenant vraiment à rappeler que lorsqu'on ferme à 19h, on ne parle pas pour la fin de la journée de travail de 19h, mais plutôt de 19h30 à 19h45 que ces personnes pourraient rentrer chez elles. Vous parlez de l'ensemble du personnel, pourtant il s'agit d'une 70aine de personnes sur 388 commerçants. Est-ce juste signifier cela alors qu'il s'agit pour certains d'une minorité de personnes? Bon, nous avons eu effectivement une 70aine de personnes de cette assemblée. C'est beaucoup pour du personnel qui est peu organisé, comme dans d'autres branches professionnelles, mais nous avons par ailleurs passé vers tous les commerces. On a vu beaucoup de personnel de vente par des passages avec nos secrétaires syndicaux. On se rend compte que la grande majorité sont vraiment opposés à cela. Il y a peut-être évidemment une toute petite minorité de personnes qui pourraient être en accord, mais nous, on sait vraiment qu'avoir passé auprès des vendeurs et des vendeuses que la quasi-totalité sont en défaveur de cette augmentation horaire. Et vous êtes donc en désaccord avec la SIC, la Société industrielle et commerciale de Nyon, qui estime, elle, être péjorée sans 7 heures supplémentaires. Les réactions avec Marisa Benedetto, présidente de la SIC. On ne pensait pas qu'il continuerait à marteler avec 7 heures supplémentaires. Alors vous pointez du doigt le syndicat unien qui, selon vous, manipulerait ses employés. Pourtant, apparemment, ça vient quand même de plusieurs dizaines d'employés, cette envie de référendum. Je pense que les 70 employés qui étaient présents l'autre soir lors de la séance de UNIA ne sont pas très représentatifs. 70 employés, nous avons 1300 employés à Nyon. Et je rappelle que la SIC est constituée de 388 commerçants. Aujourd'hui, nous sommes orientés consommateurs. Ce n'est plus ni l'employeur ni l'employé qui décide le moment où il faut travailler. Aujourd'hui, l'offre est tellement grande par rapport à la demande que nous devons nous adapter. Les habitudes de consommation ont changé. Nous avons des chiffres qui montrent que nous suivons depuis 3 ans, que 40% du chiffre d'affaires le samedi est fait entre 16h et 19h. On ne demande pas la lune à Nyon. On n'a pas demandé des horaires prolongés, dites de nocturne pendant la semaine. Nous demandons juste 1 heure le samedi qui est importante pour la majorité des commerçants. Aujourd'hui, même le petit commerçant, parce que nous ne sommes pas des PME, à Nyon, nous sommes des 80% de TPE, de toutes petites entreprises, n'ont pas la liberté de faire du commerce quand elles pourraient le faire. Donc finalement, vous utilisez tous les deux le même adjectif, petit commerçant, mais vous ne parlez pas des mêmes petits commerçants. Donc de qu'est-ce qu'il s'agit selon vous, Yves de Ferrare? Non, il s'agit effectivement d'une demande qui va concerner l'ensemble des commerces. La commune va autoriser tous les commerces à pouvoir aller jusqu'à 19h. Donc pour nous, c'est vraiment l'opportunité pour chaque commerce de le faire. Est-ce qu'ils le feront tous? On ne peut pas y répondre aujourd'hui, mais nous, on doit s'attarder à ce que cela va concernés, c'est-à-dire le personnel de vente. Je tiendrai à dire, par rapport à ce qui était dit ici, que si nous avons eu aussi peu de monde, il y a aussi eu pas seulement de commerces qui ont fait des pressions sur le personnel pour pas qu'il n'y ait à cette assemblée. On l'a vu aussi lorsqu'il y a eu les consultations, qu'on avait de la peine dans cette ville à pouvoir, dans certains commerces comme à la Migros de la Combe, pour accéder au personnel même, pour leur expliquer tout simplement les enjeux. Et puis ce qu'il faut aussi dire, c'est que nous signons des dizaines de conventions collectives de travail dans plusieurs corps de métier, avec des horaires le samedi, la nuit, le dimanche, et on trouve des accords avec les employeurs. Donc je pense que c'est la SIC qui a un vrai problème ici dans cette ville à négocier, puisque nous négocions des dizaines de conventions collectives. Je rappelle que les shops... Mais quelque part, excusez-moi, mais cette négociation, vous la ratez aussi, puisque vous deviez négocier avec la SIC, la ville, vous n'avez pas réussi à trouver cet accord. Donc qu'est-ce qu'il a manqué? Pourquoi est-ce que cette négociation, elle n'a pas pu se faire? Bon, la négociation est interrompue par la municipalité. C'est la municipalité qui est responsable maintenant d'avoir quand même transféré ce préavis alors que nous n'avions pas terminé les discussions. J'étais à l'origine de cette convention collective où nous avons mis près de 5 ans à trouver un accord au début. Ça prend parfois du temps. Nous avons mis du temps aussi pour négocier une convention collective dans les shops, services, stations qui vont jusqu'à 22h et le dimanche, mais nous avons trouvé un accord. Or, il se trouve qu'avec la SIC de Nyon, nous n'arrivons pas à trouver d'accord. Les propositions qui nous sont faites sont disproportionnées. Et on avait aussi fait des propositions, d'ailleurs, des contre-propositions qui ont été refusées par la SIC, peut-être de faire des augmentations d'horaires au moment où ils en ont besoin, comme à la fin de l'année, ou pendant le Paléo, par exemple, ce qui était refusé, et non pas tout
toute l'année qui a des conséquences sur le personnel très importantes. Mais pour revenir aux chiffres présentés par la SIC, 40% du chiffre d'affaires est fait le samedi entre 16h et 19h. Donc finalement, cette heure en plus, elle serait avantageuse pour les commerçants. Faux, c'est complètement faux parce que ce n'est pas l'ensemble des commerces, on nous dit qu'on n'est pas représentatif, qui vont faire du chiffre. On le sait très bien dans les grands centres commerciaux, par exemple à la Combe, c'est essentiellement le food de la Migros qui va gagner de l'argent, mais les petits commerces autour vont avoir que très peu de clients et les gérantes étaient présentes un certain nombre dans plusieurs assemblées, ils nous ont confirmé, c'est qu'il y a très peu de monde en fin de journée dans beaucoup de magasins et ça leur coûte au contraire plus cher. Je pourrais même dire que dans des magasins qui ont fait faillite comme OVS, par exemple Yendi ou d'autres chaînes de magasins, on a discuté, j'ai personnellement discuté avec ces directions, on peut se poser la question pourquoi alors elles n'ont pas gardé ouvert des magasins pour des emplois dans des zones où il y a justement des horaires jusqu'à 20h. Eh bien non, ils ont dû fermer partout. Le vrai problème de la vente, c'est les commandes par Internet, c'est l'animation dans les villes, l'accessibilité aux magasins, ce n'est pas l'heure de plus que vous demande la SIC qui va sauver les commerces. Quelles seraient justement vos solutions pour rendre du coup ces mérites au commerce et justement miser et contrer justement la vente en ligne, justement aussi peut-être la vente qui est faite en concurrence du côté français. Comment est-ce qu'on gère aujourd'hui le marché ici à Nyon ? Je crois que le consommateur est déjà très attaché aux conditions de travail. La première des choses, c'est respecter une convention collective de travail. Cette convention collective que nous avons signée à Nyon, elle n'est pas respectée par l'ensemble des commerçants non plus. La SIC a refusé des contrôles de cette convention collective. C'est la seule convention collective qui reste aujourd'hui, puisque Lausanne, nous avons réglé le problème, où nous n'avons pas pu faire des contrôles sérieux sur l'application des conditions de travail. Le consommateur est assez attaché à ça. C'est un des arguments, ce n'est pas le seul. Ensuite, il y a l'accessibilité aux magasins. Dans les villes aussi, peut-être, qui peut être un sujet à discuter, mais c'est en tout cas pas une heure de plus qui va changer, de mon point de vue, les vraies difficultés réelles des commerçants sur Nyon. Une heure en plus, justement, pour les commerçants, qu'est-ce que ça change concrètement ? Pour les commerçants, ça change qu'un certain nombre de commerçants vont devoir ouvrir une heure de plus avec des vendeuses qu'ils auront à payer, qui n'auront rien à faire et sans clients pour un certain nombre de petits commerces. Et beaucoup de petits commerces, vous verrez, dans chaque commune où on a ces problèmes, vont se rallier au syndicat unien probablement pour ne pas vouloir cette augmentation. Ça leur fait de la concurrence supplémentaire et ça va tuer le petit commerce par rapport à Migros ou Manor qui, eux, vont en bénéficier. Pour Unia, c'est le premier référendum communal concernant les horaires d'ouverture pour le canton aussi. Donc, quels seront les objectifs principaux pour Unia ? Premier objectif, ce sera de réussir les signatures. Ce n'est pas si évident que ça. Il faut atteindre un nombre important de signatures, 1900 sur Nyon. On va mobiliser la population, nos alliés. Il va y avoir une création d'un collectif qui va se faire sur Nyon avec des discussions la semaine prochaine. Donc on va mobiliser évidemment pour obtenir ces signatures. Et dans un deuxième temps, il y aura une campagne qui va se faire effectivement pour gagner ce référendum. On a un objectif, c'est de faire prendre conscience et un appel à la population que tout ce personnel de vente a des familles derrière. Il s'agit aussi d'être, quand on fait ce genre de décision une commune, attentif aux conditions de travail. Et on peut, encore une fois, Unia le fait dans beaucoup de secteurs d'activité, travailler le soir ou le dimanche, on le fait, on n'est pas dogmatique sur les horaires, mais les conditions de travail, c'est quelque chose de primordial, ils doivent être réglés avant. Donc nous demandons clairement à la population de ne pas accepter cette demande. Donc finalement, pour résumer, si je vous comprends bien, c'est les conditions de travail de manière générale qui ne sont pas respectées, donc c'est ce que vous voulez d'abord régler avant de peut-être ou non, ou en tout cas pas passer à une heure supplémentaire le samedi à 19h. Absolument. En l'état, on demande à la population de refuser cette proposition du Conseil communal de Nyon. Yves de Ferrer, merci pour ces précisions et à bientôt. Merci. Bonne nouvelle pour la police intercommunale qui regroupe les communes de Crampré-Séligny, Nyon et Prangin. En 2018, la criminalité est en baisse de manière générale. Des chiffres présentés par la police Nyon Région mercredi soir à Prangin. Retour sur les statistiques et sur cette soirée qui a également assermenté plusieurs agents. Un sujet signé Florian Cavalieri. On a assisté au rapport d'activité qui retrace un petit peu tout ce qui s'est passé au niveau activité de police en ville de Nyon. En ce qui concerne la criminalité également, on note une baisse. On peut être très satisfait d'une baisse au niveau de la criminalité sur nos trois communes que sont Nyon, Prangin et Crampré-Séligny. C'est ça les chiffres saillants de ce rapport d'activité, c'est une baisse générale de la criminalité? Oui, effectivement, c'est une baisse générale de la criminalité. On est stable au niveau des produits stupéfiants, la saisie de produits stupéfiants.
ce qui est une bonne chose. On a considérablement baissé le chiffre depuis 2013 et depuis 2015 on est stable avec environ 200 infractions quand même. Est-ce que c'est une volonté politique d'augmenter les contrôles radars pour la police Nyon Région et d'amener des recettes à la ville de Nyon? Alors on ne fonctionne pas en termes de recettes, on fonctionne en termes de prévention. Les écoles, les centres sportifs, la plage de Nyon, la piscine, et aussi sur le territoire par exemple de Cran proche du port ou le port effectivement de Prangin. Ce sont des lieux qui sont très fréquentés, notamment par les enfants. C'est notre devoir là de faire de la prévention et cette prévention passe aussi par des contrôles de la vitesse. Le pari était bon il y a 5 ans de se lancer dans cette police régionale. Alors je crois que nos prédécesseurs, il faut les saluer, ont fait un formidable travail en créant l'association. Et je pense qu'en tout cas, avec tous les retours des citoyens et des autorités de nos 3 communes, nous pouvons être satisfaits de la situation sécuritaire sur nos 3 communes. Qu'est-ce que ça représente pour le Conseil d'État, ces polices communales, intercommunales, voire régionales? Alors j'étais très heureuse d'être à cette cérémonie d'assermentation. Ça montre bien l'ancrage des polices municipales et régionales sur l'ensemble du territoire. Et c'est important pour moi de voir le travail qui est fait par les polices régionales, municipales et au fond de féliciter tous les policiers de tout leur engagement, mais aussi leur apporter le message de soutien du Conseil d'État. Désormais, entre la gendarmerie et ces polices régionales, tout le monde travaille ensemble, tire à la même corde. Alors, elles tirent à la même corde, elles travaillent ensemble. Sur le terrain, je dirais, tout va bien. Coordination, prévention, répression, tout cela, ça marche. Combien de personnes ont été assermentées ce soir? Alors il y a eu 7 personnes qui ont été assermentées ce soir, dont 2 jeunes qui sortaient de l'académie de police et des autres personnes qu'on a engagées dernièrement. Alors actuellement on est à 78 personnes temps plein et environ une 60aine de policiers. Chercher un corps de police qui permette, qui soit proche de la population, qui soit aussi en proximité. Donc qui puisse aussi permettre de pouvoir être au contact de la population et puis d'avoir une variété de travail. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier de policier? Alors il y a plein de choses qui me plaisent dans ce métier, mais surtout le travail en équipe, le fait d'être proche de la population, d'être là pour la soutenir, l'aider. Alors il y a le côté à la fois effectivement préventif, et à la fois le côté aussi bien sûr répressif du métier. Après tout le côté bien sûr de loyauté, de devoir et tout le courage qui va avec par rapport à ce beau métier. C'est le tout ménage qui vous promet un nouveau style d'habitat. La commune de Burtigny souhaite mettre à disposition d'une future coopérative d'habitants un terrain pour créer des logements accessibles, neufs, mais aussi des espaces communs. À l'origine du projet, une discussion, celle de nos 2 invités, Valérie Jean-Renaud, syndic de Burtigny, et Pierre Valène, architecte du projet. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Expliquez-nous donc ce projet, comment est-ce qu'il est né, Valérie Jean-Renaud? Alors le projet est né parce que la commune de Burtigny a encore un terrain à elle, un terrain constructible. Et puis on s'est posé la question en fait de comment valoriser ce terrain. Donc on a imaginé le vendre, on a trouvé que ce n'était pas une bonne idée parce que vous avez une fois une rentrée d'argent. On a imaginé peut-être construire dessus, être maître d'ouvrage, mais lorsque le bâtiment est construit, vous devez le gérer, vous avez des charges, vous devez rénover, voilà. Donc cette idée ne nous plaisait pas trop non plus. Ensuite, on est parti sur une coopérative d'habitation. Alors les coopératives d'habitation ont une connotation sociale et les finances de Burtigny en fait ne nous permettent pas de monter des projets à connotation sociale. Et on est arrivé à la coopérative d'habitants en fait, qui est une coopérative de locataires propriétaires avec une location de terrain en droit de superficie, donc un revenu annuel en droit de superficie sur 99 ans, donc des loyers annuels fois 99 ans, c'est ce qui nous semblait le plus intéressant.
Et c'est un projet en fait qui prend le train en marche du changement. Il y a des problèmes de logement dans le district Nyon. Et c'était ça aussi qui nous plaisait, notre rôle de collectivité publique par rapport à ce manque de logement. On va y revenir justement point par point. Pierre Vallène, en tant qu'architecte, vous parlez d'un travail à risque, mais surtout d'une expérience à vivre, c'est-à-dire ? Une expérience à vivre déjà pour les futurs coopérateurs, puisqu'aujourd'hui, on a tous les ingrédients pour faire la recette, mais le gâteau n'est pas encore fait. Les ingrédients, c'est l'idée et c'est l'occasion avec ce projet de coopérateur de construire à Burtigny une construction avec des matériaux locaux, avec du bois des forêts de Burtigny, avec la terre d'excavation que l'on va trouver sur place. Et puis, la possibilité pour chaque coopérateur d'influencer un peu ou beaucoup la forme que prendra cet habitat. La forme que prendra cet habitat, c'est toute la particularité justement du projet. Vous disiez justement qu'il y avait une différence avec la coopérative de manière plus classique, c'est-à-dire quelles sont vraiment les vraies différences, les vraies distinctions entre une coopérative dite classique et une coopérative d'habitants? Alors la coopérative dite classique, on pourrait peut-être le dire de manière simple, c'est des loyers modérés. Donc il y a cette connotation sociale, comme je l'ai dit avant, tandis que la coopérative d'habitants, ce sera des loyers à prix coûtant. Alors, je passe peut-être la parole à Pierre. Ouais. Pierre Vallène, ça veut dire que voilà, on partage, chacun a sa maison, mais finalement on peut partager aussi des espaces communs. Alors ça, c'est aussi le cas dans les coopératives d'habitation. Une des différences aussi, c'est que rien n'existe aujourd'hui. Ça veut dire que les statuts de la coopérative n'existent pas, les plans n'existent pas, et donc c'est aux coopérateurs qui vont venir d'inventer tout ça, d'inventer des statuts, donc d'inventer à travers les statuts une manière, d'une part, de vivre ensemble, mais en étant encore chacun chez soi, et puis par ailleurs le projet lui-même. Et en général, c'est-à-dire que les habitants font partie intégrante du projet dès le départ. Exactement, dans un processus qu'on pourrait qualifier de participatif. Mixité sociale, intergénérationnelle, partage d'espaces communs, l'idéal social ou l'utopie? Alors l'idéal social, ce serait un mélange de population avec des seniors et des jeunes. Et on avait déjà lancé un tout-ménage à Burtigny pour privilégier la population de Burtigny. Et en fait, on s'est rendu compte que dans ces villages agricoles où les gens sont propriétaires, donc en fait, ils transforment leurs maisons pour faire des appartements pour leurs enfants, ils donnent des terrains à leurs enfants et on n'a eu que très très peu de retours. D'où ce tout-ménage qu'on a envoyé sur les villes de Rolle, Gland et Nyon. Le but, Pierre Vallène, c'est aussi d'attirer les jeunes, de faire rester les jeunes dans les communes et pas seulement en ville, je crois, Pierre Vallène. Alors, un des objectifs de la coopérative, c'est d'offrir et de mettre sur le marché des logements à prix coûtant, puisqu'ils sont hors spéculation. Ça veut dire que la municipalité de Burtigny va déterminer un droit de superficie raisonnable et qu'ensuite les coopérateurs qui achèteront des parts financeront des logements à prix coûtant et hors spéculation. Ça devrait donc idéalement permettre effectivement à des jeunes de la région de devenir pas tout à fait propriétaires. C'était dit tout à l'heure, c'est une espèce d'équilibre entre un locataire et un propriétaire coopérateur. On est propriétaire de parts sociales qui sont attachées au logement que l'on habite, et tant que l'on ne vend pas ces parts sociales, on reste l'usager unique du logement que l'on a d'une certaine manière acheté. Donc concrètement, on reçoit ce tout-ménage. Comment est-ce qu'on fait si on est intéressé? Alors vous écrivez un mail à administration@burtigny.ch en disant que vous êtes intéressé. Nous allons mettre en place une séance d'information début mai. Donc, on va collecter les adresses mail, les gens intéressés, on va leur répondre, leur communiquer la date et l'heure. Valérie, Jean Renaud, je crois que c'est la première fois que vous le voyez. Je crois que vous en êtes aussi particulièrement fière pour votre village de Burtigny. Pourquoi? Qu'est-ce que ça signifie pour vous, ce projet? Comme je vous l'ai dit, en fait, c'est le changement de société, prendre le train en marche. Quand vous gérez une collectivité publique, il y a le mot collectif dedans, donc vous gérez tout le monde. Et ce projet-là s'éloigne de l'individualisation des logements et met les gens ensemble pour créer quelque chose ensemble. Voilà peut-être de quoi vous faire rêver ou donner envie. Valérie, Jean Renaud, Pierre Vallène, merci d'avoir été avec nous. La semaine prochaine, retrouvez nos émissions Best of, puisque la rédaction d'NRTV se retrouvera en vacances. On se retrouve donc très vite à partir du 23 avril. L'occasion également de vous souhaiter de très belles vacances pour tout le monde et de la part de toute la rédaction. À très vite.